Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 4 septembre 2025. Alors aujourd'hui, on va parler toujours de la France avec les risques politiques. On regardera aussi des chiffres macro, notamment sur les États-Unis. Pas mal de chiffres intéressants et importants aujourd'hui. Et quelques valeurs à suivre, éventuellement à acheter. Puis on va commencer aussi par les indices et les indices étrangers, notamment avant de commencer. Comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On commence avec un petit graphique, c'est les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. On a parlé du chômage aux États-Unis. On aura demain le taux de chômage. On est à 4,2, on s'attend à 4,3 et vu les chiffres qu'on a, on sera certainement pas à 4,2 parce qu'on a eu encore des inscriptions records. 237 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage et on voit qu'on est sur une montée depuis quelques mois. On est quand même sur des pics et des chiffres assez importants. On le voit, les 240 000 sont rarement atteints, rarement dépassés. Et on est quand même sur des niveaux assez élevés. Et là, le chômage, on aura la confirmation demain. Ça risque d'impacter un peu quand même la croissance américaine. Alors, les grosses entreprises vont quand même plutôt bien pour le moment. Mais on a des chiffres. Ouais, alors, création d'emplois non agricoles ADP. Alors, ADP, c'est sur un panel plus petit. On en a recensé que 54 000 par rapport aux 104 000 dernièrement et aux 71 000 espérés. Là aussi, vu la taille du panel, c'est peut-être pas c'est des chiffres encore qui sont révisés. On aura certainement d'autres chiffres un peu plus importants et plus sûrs prochainement. Donc, alors c'est mauvais, mais c'est pas forcément certain. Et enfin, PMI Service aux États-Unis, qui permet de mesurer l'expansion ou la contraction du secteur. Donc sur les services aux États-Unis, on est revenu à 54,5, donc c'est un peu moins bien. On était autour des 55,4 environ aux États-Unis. Donc petite baisse, mais on est toujours en expansion, donc ça reste correct et voilà. Donc on verra demain le chômage qui est un peu élevé aux États-Unis. Les indices, je voulais voir notamment les indices étrangers avec le S&P, Standard & Poor's 500 avec les 500 plus grosses entreprises américaines notamment. On le voit toujours aussi, on est très proche des plus hauts historiques sur le Standard & Poor's. Donc on a toujours des marchés qui voient plutôt le verre à moitié plein. Et avec, confirmation aussi avec le taux de chômage important, ça devrait mettre encore plus de poids dans la baisse des taux qu'on attend le 17 septembre sur la Fed. Alors, à moins d'avoir quand même un retournement en 17, c'est bientôt, maintenant, c'est dans même pas 2 semaines. Il y a peu de chances qu'on ait un statu quo, donc c'est quand même pour le marché action et surtout, souvent les technologies qui aiment bien ça, les baisses des taux, ça permet un refinancement intéressant. Donc, on le voit, les indices plutôt sur le haut, sur le S&P, qui est toujours traditionnellement haussier. On va regarder rapidement le Nasdaq aussi pour voir les technologies, qui est un peu la même tendance finalement. Et là aussi, on est très proche des plus hauts historiques qu'on a atteint mi-août. Et il n'y a pas de gros changements. Et je voulais voir aussi le DAX en Allemagne qui performe plutôt bien. Alors ça fait un moment qu'on tape un peu le haut en Allemagne. Ici, sur les plus hauts, le 10 juillet. Forcément plus haut historique sur le DAX, et un beau support à 23 475, donc entre les 23 004 et 24 006, on voit qu'on a un range pour l'instant sur le marché allemand, et on a un marché allemand qui tient plutôt bien, donc à voir, parce que là on a réagi il y a 2 jours sur ce support, et on confirme donc la bonne tenue du marché allemand en attendant éventuellement le retour ici de la moyenne à 200 au mois d'octobre et peut-être une relance haussière sur les actions allemandes. Et le CAC pour finir, moyen toujours. Risque politique, on le sait, ça va arriver vite, c'est le 8, c'est lundi, avec a priori... alors là, on a vu quand même un petit rebond sur pas mal de valeurs qui étaient un peu typées politique et risque politique. Alors on a peu de chance quand même d'avoir une bonne nouvelle. Alors ce qu'on pourrait éviter, c'est une dissolution qui serait peut-être le pire scénario en termes boursiers.
Mais on risque d'avoir quand même un nouveau gouvernement et donc encore à voir qui va être nommé. Mais comme il n'y a jamais personne qui convient à tout le monde, les blocages risquent d'être toujours importants. Donc on verra ce qui va être décidé lundi, mardi. Mais d'ici là, le marché français, on l'a dit, porté surtout par le luxe, hein, parce que le luxe est pas trop impacté par les politiques nationales, mais euh, plutôt assez pondéré. Donc on voit que ça permet toujours de maintenir, mais le reste devrait peiner prochainement. Donc plutôt un biais baissier quand même pour ce week-end et lundi, où on risque d'avoir peut-être des dégagements vendredi, lundi sur pas mal de valeurs du CAC. Donc attention, hein, on serait pas étonné de le revoir, hein, aller taper peut-être sous les 7006 prochainement. Et on va regarder alors quelques valeurs, notamment, notamment sur les semi-conducteurs. Et oui, je vais finir juste avec l'Inde, parce qu'il y a l'Inde qui a annoncé hein, sa volonté de vouloir développer énormément son industrie sur les semi-conducteurs. Donc eux aussi vont s'y mettre. Et on sait que la force de frappe de l'Inde, elle est assez importante hein, en termes de démographie. Ce sont des géants aussi, hein, au même titre que la Chine. Chine, Inde, États-Unis, c'est vraiment le gros, mais surtout ouais, l'Inde, impressionnant. Et donc, on connaît aussi leur croissance, hein. On était autour de 7-8% dernièrement sur le PIB, alors qu'en France, en Europe, on est autour de 1, aux États-Unis autour de 3. Donc il y a toujours une marge assez impressionnante. L'Inde est en train de rattraper son retard petit à petit pour devenir peut-être la Chine d'aujourd'hui dans quelques années. Et alors, ils ont beaucoup de retard actuellement hein, sur les semi-conducteurs, mais ça pourrait faire un nouveau point local géographique de euh, de vente et de chiffre d'affaires sur le marché global des semi-conducteurs. Donc pour les entreprises qui existent déjà, ça devrait leur apporter peut-être un relais de croissance. Le nouveau marché indien qui va se mettre en place. Hein, le Premier ministre indien a annoncé ça assez récemment. Donc ça pourrait être intéressant. Donc, nous, toujours plutôt favorable hein, sur le marché indien en général. Donc le S&P India Nifty 50 ici, là on est où? On est là, je pense qu'on est toujours plutôt acheteur hein, sur ces niveaux-là. Sur ce fond, on est autour des 51,38. Alors c'est au Nasdaq, 51 $. Il doit y en avoir en euros peut-être à trouver hein, pour éviter les effets de change éventuellement néfastes. Mais plutôt toujours favorable. Et donc on va voir hein, quelques valeurs, notamment semi-conducteurs. Et on va commencer quand même par le champion, hein, une des plus grosses valorisations, c'est Nvidia. Les résultats, un peu vendus. Et on voit que derrière, c'est racheté, hein, souvent racheté par à la fois les particuliers et puis souvent les professionnels aussi. Dernièrement, ont été plutôt favorables malgré des résultats en termes de séquentiel, hein, qui ont une croissance forcément qui baisse parce qu'on est parti de pas grand chose et puis on a explosé. Donc pour garder le rythme, c'est impossible. Mais on a toujours des résultats records hein, en termes absolus. On gagne de plus en plus d'argent sur Nvidia et on est toujours à la pointe de la technologie. On a toujours des demandes importantes. Donc plutôt favorable quand même. Le niveau de valorisation, il est élevé, mais il est pas délirant comme sur certains. Donc on a vu ce phénomène hein, finalement de prise de bénéfices après les résultats. Est-ce qu'on va initier une vraie consolidation sur les 152? Peut-être pas, hein, parce qu'on voit ici déjà la réaction et on réintègre les Bollinger. Donc on aura la confirmation plus tard, mais on a toujours hein, éventuellement cette stratégie. On surveille sur tous les indicateurs et voir quand est-ce qu'on va avoir hein, l'inversion de tendance, le changement, est-ce qu'il va arriver bientôt ou est-ce qu'on va continuer comme ça pendant un moment. Mais on a quand même un biais plutôt positif et favorable sur Nvidia. Donc maintenant le court terme, c'est ça, c'est de savoir est-ce qu'on va revenir sur les 152 pour rebondir ou est-ce qu'on va être capable de rebondir avant. Mais pour le moyen long terme, on reste favorable sur Nvidia. On a aussi, on peut le voir sur ASML Holding. Je voulais voir cette valeur-là. ASML Holding, hein, c'est notamment la holding qui détient, qui fait la fabrication de machines de gravure de semi-conducteurs. Et c'est eux qui ont les machines avec les gravures les plus fines, notamment
des phénomènes hein, avec ultraviolet, je crois, et des lithographies très, très fines. Et parmi le marché, c'est eux qui ont la technologie la plus avancée. Donc, tout l'écosystème, hein, tous les fondeurs, tous les fabricants de puces, s'ils veulent faire des puces les plus avancées, ils sont obligés d'acheter les machines d'ASML Holding, notamment. Il y a ASM International aussi. On va se concentrer sur ASML Holding, qui est plus capitalisé et qui pourrait aussi, hein, sur cette annonce, voir un nouveau débouché notamment. Et le retour des investisseurs, on a déjà parlé hein, de l'écosystème un peu tech IA hein, qui bénéficiait aux semi-conducteurs et qui pourrait repartir parce que on a déjà eu une grosse consolidation et on retrouve des niveaux de valorisation pas super forts sur ces valeurs-là. On attend juste un peu le déclic et le redémarrage. On sait que c'est un peu cyclique et on pourrait l'avoir bientôt. On le voit ici, on était à plus de 1000 hein, sur SML Holding. On est descendu quasiment sur les 500 avec la panique du 7 avril. Donc on a divisé par deux le cours en un peu plus d'un an. Un peu moins d'un an. En 9 mois. On a perdu 50% en 9 mois. Et depuis, on sent... là, on a eu la panique 7 avril. Hein, tout ce qu'on a ici, on n'aurait peut-être pas dû l'avoir et confirmer le support ici. Le support en gros des 618. On le voit qui est vraiment bien marqué hein, sur la valeur. Qu'on avait juste enfoncé ici août-septembre 2023. Donc là, on a eu la panique. On l'a enfoncé, mais de très peu, hein, récemment, au mois de juillet-août. Et là, on revient, et ce qu'on voit, c'est surtout l'aplanissement hein, des moyennes, notamment les plus longues. Le rassemblement aussi, alors là, pour le coup, elles sont toutes rassemblées en 2% 79. Hein. C'est vraiment, elles sont toutes au même endroit, et ça, c'est un phénomène aussi intéressant techniquement. Et on a alors éventuellement une petite congestion là qui est en train de se passer, mais surtout on le voit ce retour en moyenne à 200 avec échec, échec, échec. On arrive à passer, on repasse en dessous, mais on revient encore la tester. Et finalement, si on dézoome, on voit qu'on est en train d'inverser petit à petit la tendance et peut-être de repartir. Alors on a toujours ce gap baissier, mais on n'est pas très loin sur les 694. Mais là, je pense qu'avec les bonnes nouvelles aussi sur tout le secteur et l'Inde, ça pourrait faire repartir des valeurs comme ASML Holding qui, sur ces niveaux-là, hein, sont pas forcément survalorisées à moins de 7 ou 800 euros notamment. Donc peut-être intéressant à surveiller ces prochains jours. On aura peut-être hein, la confirmation d'un démarrage et d'un signal. On peut peut-être l'anticiper dès aujourd'hui. Je voulais parler aussi d'une autre valeur. Alors on parle beaucoup évidemment des grosses valeurs américaines, mais parmi elles, on en parle. Moi, je vous en ai parlé de temps en temps. On n'en parle pas trop, je trouve pas assez. C'est IBM fait partie des leaders et ils sont aussi alors évidemment dans l'intelligence artificielle et aussi dans le quantique. On sait que l'ordinateur quantique est en train de se développer un peu partout. Il y a certains pure players. On avait parlé notamment de D-Wave hein, et de Rigetti, mais il y a alors Alphabet et IBM sont aussi impliqués dans le quantique. Et IBM, ils ont quand même beaucoup d'investissements et puis ils avaient un peu d'avance hein, par rapport aux autres. Il leur manque peut-être la force de frappe d'un Alphabet, mais en termes de moyens et de capitalisation, mais en termes de compétences, ils sont certainement au moins au même niveau. Et ce qu'on avait bien aimé aussi sur IBM, c'est ça, hein, c'est cette consolidation suite aux résultats qui avaient été un peu vendus. On le voit ici le 24 juillet. Mais surtout, hein, c'est une valeur haussière qui avait bénéficié aussi de l'engouement IA. Et donc, suite à cette conso, retour sur moyenne à 200, c'est généralement des zones d'achat et de relance pour le cours. Et on le voit que c'est en train d'être acheté hein, dernièrement. Et là, on est en train de casser encore la moyenne à 200. Donc moi, j'étais rentré récemment, hein, la semaine dernière ou il y a 2 semaines sur IBM. Et je pense hein, que c'est ça, hein, le dessin. On va probablement confirmer la hausse. Donc sur IBM pour retrouver hein, des cours et des plus hauts probablement portés par toujours cette dynamique IA qui se dément pas hein, sur la plupart des gros investisseurs. Il y a toujours des milliards investis et IBM fait partie des leaders aussi, il faut pas l'oublier. Au niveau des mauvaises nouvelles, on avait Sanofi qui a eu
mauvais chiffres, hein, notamment, enfin mauvais chiffres, mauvaises nouvelles sur un médicament, une thérapie qui marche pas, notamment sur l'eczéma, donc pas assez de résultats. Forcément, le cours a baissé, comme souvent. On avait parlé, hein, Sanofi, pour moi, il y a beaucoup d'autres valeurs santé plus importantes. Alors certains joueront la valorisation un peu faible et puis le fait qu'on pourrait peut-être jouer des rebonds. Moi, j'aime pas trop parce que justement, il y a d'autres acteurs qui sont meilleurs, je pense, sur le marché. Et puis Sanofi, elle fait souvent que décevoir, hein, ses sorties. Alors certaines, alors il y a, je crois que c'est le Dupixent qui marche bien, mais c'est un peu son seul blockbuster, hein. Sanofi, elle a quand même pas mal de mal. Euh, Pas envie de jouer ça. Alors il y en a qui le joueront, mais bon, Gap baissier, le 4 avril, Gap baissier, le 30 mai, Gap baissier, le 4 septembre. Sans surprise, hein, quand on aligne Gap baissier, on est sous la moyenne à 200. Généralement, on a encore des mauvaises nouvelles à venir, donc non. Pas certain, même si elle a fait en 2024, elle a investi quand même beaucoup plus dans la recherche et le développement parce qu'elle avait pris du retard, mais pour l'instant ça porte pas ses fruits, hein. Les sorties sont pas assez bonnes. Peut-être Ipsen, on avait parlé d'Ipsen, était plus intéressante à jouer. Autant jouer des petites qui fonctionnent mieux que des grosses comme ça qui sont souvent décevantes. Donc pour moi c'est non sur Sanofi. On avait parlé, je crois hier ou avant-hier, on était déjà négatif. Une vente aussi, alors j'étais dessus, finalement j'ai jeté l'éponge, hein, donc parti en moins-value sur Solvay. Ça veut pas rentrer, hein. On a eu le gap baissier, mais on avait les rachats constamment sur les 27,50, mais on y revient encore, et puis là dernièrement on est en train de le casser, les 27,50, suite à des résultats un peu décevants. Alors, on avait espéré éventuellement que les résultats finalement soient pas trop vendus, mais finalement ça prend pas trop le chemin. Alors si on dézoome, hein, l'objectif c'était toujours de rester sur cette zone-là et de repartir, mais les résultats étaient vraiment un peu mauvais quand même. Et là on sent que le cours pourrait partir beaucoup plus bas, peut-être vers les 24,40. Donc vendu avec perte sur Solvay pour éviter, hein, d'être embarqué un peu trop loin, trop longtemps, trop bas. Par contre, renforcé sur une valeur du CAC 40 aujourd'hui, j'ai racheté Essilor, hein, Essilor Luxottica, je vous en ai parlé souvent, donc j'ai renforcé aujourd'hui là sur les 258,7 à peu près. On avait déjà acheté avant. Sur Essilor, pour le moyen long terme, a priori, hein, on est vraiment sur une autoroute pour Essilor, hein, qui bénéficie, on l'a dit, à la fois des vieillissements de la population, de l'augmentation des budgets santé un peu partout dans le monde, et la maîtrise, hein, de ces lunettes et des montures un peu partout aussi, et sites de production partout dans le monde, dont aux États-Unis. Et dernièrement, la valeur qui devient un peu technologique avec les lunettes connectées qui sont aussi en train de devenir de plus en plus importantes sur les chiffres d'affaires. Donc ça nous promet quand même plutôt beaucoup de choses. Là aussi, on avait déjà bénéficié de la décote avec la consolidation, hein. Des plus hauts, on était revenu sur la moyenne à 200 deux fois. Première fois 7 avril et puis deuxième fois ici fin juin. Et depuis, elle remonte et elle nous fait une L'Oréal, hein. C'est exactement les mêmes mouvements qu'on a vus sur L'Oréal, c'est-à-dire les hausses, les petites consos, les hausses, les petites consos, et on va de plus en plus haut, et les plus bas sont également de plus en plus haut. Donc le but, hein, c'est de revenir sur les plus hauts et de les dépasser. On a quand même une belle visibilité sur Essilor. C'est une des actions sur le CAC 40 qui progresse aussi de plus en plus et qui est en train de devenir de plus en plus forte, hein, en termes de pondération. Sans surprise, elle a aussi une petite connotation luxe parce que ça coûte relativement cher, hein, les lunettes. Et dernièrement aussi avec la technologie, c'est quelque chose un peu typé luxe, donc pricing power important. Haussier sur Essilor, et là on revenait sur le bas de canal. Donc après une petite consolidation, on va certainement continuer la hausse à venir sur Essilor Luxottica. Et enfin, on fait quelques valeurs qui vous intéressent avec BE Semiconducteur. Ça reprend à ce qu'on a dit en début de vidéo. A priori, on pourrait repartir. On attend que le top départ. Là aussi, on avait un gap baissier, mais on l'a comblé, hein, sur les 132. Il datait d'un peu avant, le mois de janvier 2025. Qu'est-ce qu'on peut voir? On avait déjà fait le dessin il y a quelques semaines. On est toujours dans cette configuration un peu long terme, avec la panique 7 avril, où on est allé vraiment bas, hein.
On a fait un petit gap haussier après, mais on est revenu sur des niveaux, on le voit, qui avaient permis l'explosion ici au mois d'octobre 2023. Mais sinon, c'est pareil, on a un support ici autour des 106 qu'on a un peu enfoncé, qu'on a un peu enfoncé sur la panique des droits de douane, mais sur lequel on revient aujourd'hui et qui pourrait, s'il est confirmé, hein, nous mettre en embuscade pour enfin partir. Donc, les secteurs un peu semi-conducteurs va plutôt bien. On n'a pas encore ce top départ hein, sur beaucoup de valeurs. On a les valeurs leaders hein, comme Nvidia qui sont pas loin des plus hauts. On a les valeurs un peu cycliques comme BE aussi ou SML qui sont en train de consolider lentement. Et finalement, bah, si on va pas plus bas, si on met pas à nouveau des cycles baissiers, si on confirme des supports, on va probablement partir. Donc ce qu'on peut jouer éventuellement en anticipation, hein, toujours, c'est les supports, acheter dès maintenant. Sinon, on attendra hein, la confirmation et la cassure ici des 132 ou de l'oblique sur les plus hauts. Ça peut arriver au même moment, hein, notamment ici au mois de décembre. On a les deux qui se croisent ici. Donc entre-temps, hein, on espère peut-être avoir des bonnes nouvelles, mais là aussi, c'est plutôt bien parti au moins pour construire et peut-être enfin partir. Eramet, alors sur les minières, on a vu pas mal de minières. Ah oui, je voulais faire aussi, je vais la faire maintenant, sinon je vais oublier. Harmony Gold, hein, on avait parlé d'Harmony Gold, il y avait une grosse baisse suite au résultat. Elle a fait quand même un gros rebond en 3 jours. Elle a comblé le gap qu'elle avait créé ici le 26 août. Elle en refait un, elle fait beaucoup de gap, elle est extrêmement volatile. On voit les volumes depuis quelques jours sur Harmony Gold. On rappelle hein, que l'or a battu des records hier, il était sur ses plus hauts. Là, on baisse un peu aujourd'hui sur l'or, mais sur beaucoup de valeurs or, notamment Newmont ou Barrick Gold, entre autres. Anico Eagle Mines aussi sont plutôt très bien orientés. Donc là aussi, on est plutôt favorable hein, sur Harmony Gold. Et on a vu donc le début de rebond. Là, on perd un peu aujourd'hui, mais on se maintient hein, à un retour ici autour d'un niveau médian finalement depuis le mois de juillet. Donc plutôt haussier quand même. Et on voit que ça intéresse pas mal de monde. Hein. Et le rebond, il a été acheté. On voit les volumes après la chute. La chute ici et puis les volumes sur résultat du 28 août. Derrière, on a des volumes énormes. Et là, on a même des volumes identiques aux résultats hier. Donc c'est vraiment impressionnant sur des volumes de rachat qui prouvent quand même la dynamique et l'intérêt qu'on a pour les minières or. Pour les autres minières, alors Eramet, elle est un peu plus sur des matériaux moins nobles, on va dire. N'a pas eu le rebond espéré. Mais on vend plus trop hein, sur Eramet. Alors on a eu cette grosse baisse ici depuis le mois de mars où on était plutôt négatif. On a failli repartir là au mois de juillet, revenu quasiment sur les mêmes niveaux. Peut-être un bull trap. Finalement, ça a fait échec aussi. Petit gap baissier qu'on a comblé assez rapidement. Et on en est là. Alors là aussi, on voit ce phénomène hein, ici avec toutes les moyennes qui sont rassemblées. Donc généralement ça peut annoncer une cassure à la hausse assez rapide et un emballement vers une dynamique favorable. Ça peut, c'est pas toujours le cas évidemment, mais quand on voit ici des moyennes très très écartées, c'est difficile de faire ce genre de phénomène. Par contre oui, quand on commence à accumuler et qu'on voit qu'il y a un tassement comme ça, souvent on voit après des poussées vers le haut. Alors là, on n'a pas de signal, hein, pas encore, c'est trop tôt. On a une valorisation aussi qui est un peu fondue. On voit surtout qu'il n'y a plus trop de vendeurs. Hein. Là, on a la panique 7 avril. On est revenu là sur les plus bas au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août. Finalement, ça baisse plus trop. On est plutôt dans cette optique-là hein, sur Eramet. Donc surveiller éventuellement hein, ce phénomène de gros chandelier qui va tout casser et peut-être enfin nous changer de dynamique. Mais là, il faudra aussi des annonces. Peut-être un peu de mieux sur le plan économique, mais c'est un peu tendre, un peu faible aujourd'hui. Mais ce qu'on note, c'est quand même qu'il n'y a plus trop de vendeurs a priori. Total Energy Gabon. Alors, hop.
Alors je crois qu'elle était adepte des gros dividendes, il me semble, ouais. C'est assez impressionnant comme ça. Donc elle donne quand même des dividendes assez monstrueux. C'est un peu la stratégie du groupe. Gap haussier ici avec dividendes ajustés, hein, sans dividendes, le cours il a baissé. Donc c'est le détachement de dividendes qui a fait que le cours continue de monter. Et ici c'est pareil, hein, on voit détachement de dividendes, si on l'avait pas pris, l'action elle baisse. Et si on est dessus en moyen terme et qu'on garde le dividende, on est toujours haussier. Dernièrement, mèche haute sur des plus hauts et puis début de consolidation. Et on voit hein, qu'on commence à avoir un peu de mal. C'est ça qu'il faut voir sur Total Energy Gabon, c'est éventuellement... alors j'ai pas regardé hein, les détachements de dividendes, s'il y a encore un gros coupon qui va arriver. A priori non, parce qu'on est plutôt au mois de juin à chaque fois. Ça devait être un truc exceptionnel au mois de janvier. Donc, vérifier les niveaux de valorisation sur Total Energy Gabon, on est peut-être un peu haut, et surtout des niveaux de rachat peut-être par là, hein, avec la moyenne à 200 qui va arriver. Donc c'est ça qu'on peut espérer, que le cours il fasse ça et qu'il reparte. Là on est toujours en mode consolidation court terme, donc baissier. À éviter, mais le jour où ça rebondit, pourquoi pas, mais vraiment éviter de l'anticiper quand même, parce que on est dans une période de baissière à court terme. Et puis Viridien, alors il y a eu des gros mouvements hier. On avait un gap hein, ici qui a été comblé finalement, gap baissier qui n'existe plus, on met un gap haussier. C'est vrai qu'il y avait un peu de VAD sur Viridien, je crois qu'on était à 4%, et on avait parlé de cette épaule tête épaule, bah, finalement qui n'est pas arrivé hein. Épaule ici, tête, épaule et la ligne de coup avec les rachats ici, et puis le retour sur la ligne de coup, et finalement on l'a pas cassé. On le voit au mois d'août, parce qu'on sait hein, la figure à épaule, tête, épaule, quand on revient sur la ligne de coup et qu'on casse, bah derrière on va rechercher le support. Hein. Donc si on casse celle-là, on allait sur les 36, et on n'a pas cassé, on est bien remonté. Et on casse la moyenne à 200, on met un gap. Alors hier, on fait une mèche haute, mais aujourd'hui, on finit encore haussier, on prend 3%. Plutôt bien hein, sur Viridien, finalement. La tendance est plutôt, on le voit, sur le long terme, au retournement. Alors, on va oublier hein, cette figure-là, pour le coup, qui ne s'est pas validée, mais qui nous... mais plutôt hein, à nouveau avec cette résistance à 63 qu'on a déjà cassé une première fois, on a déjà un peu dépassé, sur laquelle on revient encore finalement, hein, ça va certainement encore casser et devenir un support. Donc gros pic de volume, gap haussier, on tape les résistances, a priori c'est assez favorable hein, sur Viridien pour acheter. Donc on peut mettre aussi un signal d'achat ici sur Viridien et jouer bah, cette grosse zone là, à savoir un support autour des 63, essayer de jouer les 80 ou la zone autour des 80 fin 2025, début 2026. Là aussi hein, ça fait partie quand même des parapétrolières on va dire, même si elle est plus dans l'exploration. Quoi ils l'ont classé là, ouais, pétrole, équipement et services. Qui va pas au mieux en ce moment, mais le fait d'être quand même plutôt à contre-courant, c'est un point positif. Donc oui, plutôt favorable sur Viridien. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions, des valeurs qui vous intéressent, des secteurs en général. N'hésitez pas hein, à mettre en commentaire vos interrogations et j'y répondrai ici en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus.